Merci à tous encore pour votre présence. Bienvenue dans le webinaire de ce matin, sixième du genre, consacré à la donation et aux libéralités, et où nous allons répondre à la question suivante, qui est comment assurer la transmission sereine et optimisée de votre patrimoine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter juste deux consignes importantes et les différentes étapes de ce webinaire. Tout d'abord, on va être contraint de muter vos micros pendant la présentation, tout simplement pour qu'elle soit plus audible et plus confortable pour vous et les animatrices. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, intervenir à l'oral en fin de présentation, pendant le créneau de questions-réponses qu'on a réservé. Ensuite, vous recevrez durant la présentation par mail un feedback form et via le chat de ce webinaire, ce formulaire qu'on vous demandera de remplir. Ce document, il prend 2 minutes et est très important pour nous car il nous permet de récolter vos commentaires. Pourquoi? Pour nous permettre de continuer à nous améliorer de webinaire en webinaire. Et vous pourrez également, via ce formulaire, formuler votre souhait de recevoir les slides de la présentation. Concernant le déroulé de ce webinaire, il va durer, comme je vous le disais, 1h30. On a partagé en 1 heure de présentation et on a prévu 30 minutes de questions. Vous pourrez prendre la parole si vous le souhaitez. Concernant ces questions, vous aurez également tout le loisir d'en poser pendant la présentation via le chat. 3 personnes seront à votre écoute pour vous répondre. Quentin Viala, Antoine Trubert et moi-même, Nicolas de Beaucoudray. N'hésitez pas à poser vos questions, nous y répondrons avec plaisir dans la présentation et l'idée évidemment, c'est que nous puissions interagir ensemble. À la fin de chaque partie que développeront Léa et Fanny, on a prévu de reprendre une question qui sera posée dans le chat pour la détailler à l'oral. Et ce sera Quentin Viala qui remontera ces questions et qui prendra le temps d'y répondre. Concernant la présentation, elle sera assurée par une équipe de choc, composée de Fanny Bastien et Léa Jubot, toutes deux qui ont développé chez Culture Patrimoine depuis bientôt 4 ans une technicité sur ce sujet. Elles sont dynamiques et chaleureuses, vous verrez, elles sauront parfaitement vous éclairer et vous guider sur ce sujet ô combien important. Je vois dans la liste des participants qu'on a quelques clients avec nous pour ce webinaire. Merci à vous d'être là. Je vais du coup prendre juste un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas Culture Patrimoine. On est un cabinet de gestion de patrimoine et un family office indépendant qui existe depuis plus de 15 ans. On aime bien illustrer notre métier en utilisant l'image du Sherpa patrimonial dans l'Himalaya, car notre but, en fait, notre objectif, c'est d'être votre interlocuteur de référence, le guide pour vous accompagner sur l'ensemble des problématiques patrimoniales. Et on veut faire cela avec une technicité qui est reconnue, une expérience, car on existe depuis plus de 15 ans, et une fiabilité également dans le temps. Si on devait se poser 4 questions sur Culture Patrimoine, finalement, la première serait notre métier. Notre métier, c'est de proposer des services patrimoniaux de conseil, avec ensuite une phase de mise en œuvre et un accompagnement dans la durée. Pour quel objectif, vous me direz? Comme je vous l'ai dit, nous, c'est de devenir votre interlocuteur de référence sur l'ensemble de vos sujets patrimoniaux. Pour qui s'adresse Culture Patrimoine? Pas uniquement les personnes ayant un patrimoine ou des revenus importants. C'est également pour des personnes qui se posent des questions, que ce soit transmission, optimisation, retraite, donation comme aujourd'hui, c'est assez large. Et à partir du moment où on se pose ces questions sur ces sujets et qu'on a une plus-value à vous apporter, on pourra vous accompagner. Et comment on le fait? Je vous l'ai dit, avec une technicité, une expérience et une fiabilité. Ce webinaire va traiter plusieurs questions, plusieurs parties. La première partie la première question va être comment optimiser fiscalement votre donation, d'accord? Comment assurer des lots équitables entre héritiers et ainsi éviter les conflits. Une troisième partie qui répondra à la question comment donner directement de grands-parents à petits-enfants ou entre branches de même famille. Et pour finir, la quatrième question à laquelle Fanny et Léa répondront, qui sera comment encadrer ou limiter l'usage de votre donation. Pour plus de détails et prendre des cas pratiques, on sera accompagné d'un super personnage, Monsieur Patrimoine et de sa famille, qui va du coup nous suivre tout au long de la présentation et qui va illustrer les différents outils que Léa et Fanny vont vous présenter ce matin. Voilà, je vais donc maintenant laisser la parole à Léa pour entrer dans le vif du sujet et puis je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci. Merci beaucoup à Nicolas pour cette introduction. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, Léa Jubot, je suis analyste senior chez Culture Patrimoine et je suis une des 2 animatrices du webinaire de ce matin.
Donc, pour commencer, pour introduire un petit peu le sujet, on voulait vous présenter quels sont les enjeux, pourquoi ce webinaire, pourquoi ce sujet en particulier. On a dégagé deux grands enjeux. Donc, tout d'abord, des enjeux fiscaux. Aujourd'hui, les droits de succession en ligne directe, donc entre parents et enfants, la fiscalité peut aller jusqu'à 45% du patrimoine transmis, donc c'est non négligeable. Et ensuite, un chiffre qui nous a interpellés et qui est ressorti de nos recherches, c'est que 74% des Français de plus de 45 ans ne connaissent absolument pas la fiscalité qui sera due sur la transmission de leur patrimoine. Donc voilà, ça fait quand même une grosse majorité. Et comme on va pouvoir l'illustrer par la suite, il y a vraiment des gains massifs à faire sur les outils qui existent aujourd'hui et qui sont à votre disposition pour transmettre au mieux votre patrimoine. Et ensuite, on va avoir la question des enjeux familiaux. Donc, tout d'abord, le risque de querelle familiale, que ce soit dans une famille, on va dire, classique, mais également dans les familles recomposées. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et voilà, ça peut créer des tensions entre le second conjoint et les enfants d'un premier lit ou les enfants de plusieurs lits différents. Voilà, et pareil, il existe des choses pour, en anticipant, essayer d'amener de la sérénité au milieu de tout ça. Et ensuite, un enjeu, un tabou, en fait, qui est la confrontation à sa propre mort. C'est pas un sujet forcément avec lequel on se sent à l'aise, qu'on a envie d'envisager, d'évoquer, et qu'on peut avoir tendance à repousser un maximum et parfois le repousser jusqu'à ce qu'il soit trop tard et qu'on n'ait plus l'occasion de faire quelque chose. Donc, je vais laisser la parole à Fanny pour commencer le vif du sujet. Merci Léa. Donc Fanny Bastien, je vais commencer par la première partie, donc comment optimiser fiscalement votre donation. On va tout d'abord voir l'intérêt fiscal de faire une donation au plus tôt avec également un cas pratique chiffré. Et on verra ensuite l'intérêt de faire une donation même très tard avec également un cas pratique qui illustre nos propos. Donc dans l'intérêt fiscal de faire une donation au plus tôt, il existe plusieurs intérêts fiscaux. Tout d'abord, je voulais vous présenter l'optimisation des abattements légaux. En effet, la loi, elle autorise des abattements, donc on a repris sur ce tableau, lorsque vous réalisez une donation ou lorsque vous liquidez votre succession. Donc on voit bien, par exemple, en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants, chaque parent et chaque enfant bénéficie d'un abattement à hauteur de 100 000 €, que ce soit pour les donations ou pour les successions. Cet abattement, il faut savoir qu'il est renouvelable tous les 15 ans. Donc, l'intérêt de Donesso, c'est de pouvoir, par exemple, donner en 2021 100 000 € en franchise de droit et de pouvoir redonner en 2036 également 100 000 € en franchise de droit à ses enfants. Donc, on se dit, plus on donne tôt, plus on va pouvoir bénéficier de ces abattements plusieurs fois tout au long de sa vie. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'abattement, par exemple, aux petits-enfants, 31 865 € en cas de donation, alors que cet abattement est seulement de 1 594 en cas de succession. Donc là aussi, on va voir tout au long du webinaire qu'il peut être opportun de faire des donations entre grands-parents et petits-enfants pour bénéficier du maximum d'abattement. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que cet abattement est cumulable à un autre abattement qu'on appelle l'abattement de somme d'argent, qui est de 31 865 €, qui peut se faire par enfant et par parent, donc en ligne directe, mais également de grands-parents à petits-enfants. Il est également renouvelable tous les 15 ans. Donc la première idée, c'est de se dire, voilà, on donne tôt pour pouvoir bénéficier une fois, deux fois, voire trois fois ou plus des abattements légaux. Le second avantage que je vais vous présenter concerne le taux, donc c'est-à-dire une fois qu'on fait une donation, par exemple, je donne 300 000 € à mon enfant. Comme on a vu au-dessus, mon enfant bénéficie de 100 000 € d'abattement, donc ma base taxable est de 200 000 €. Et c'est cette base taxable qui va être taxée au barème que je vous présente ici. Donc ça, c'est vraiment le barème en ligne directe, donc parents-enfants, grands-parents-enfants, mais pas forcément, ce n'est pas le barème pour lorsqu'on donne à une tierce personne qui n'est pas de notre famille. Donc c'est ces 200 000 € qui sont notre base taxable et qui vont être imposés à ce barème. Donc, on voit bien que le premier taux est à 5% et ça peut aller jusqu'à 45%. Mais on voit bien qu'on arrive vite à 20%. Une fois qu'on donne plus de 16 000 €, on est directement imposé à 20%. Il faut savoir que ce barème se renouvelle également tous les 15 ans. Et donc, l'idée, c'est de profiter de la progressivité des tranches basses en faisant également plusieurs donations.
On se dit, on donne plusieurs fois et comme ça, on repartira de la tranche à 5%, 10% et 15% lorsqu'on fera une donation dans les années à venir. Donc ça, c'est vraiment le deuxième avantage de faire une donation au plus tôt. Troisième avantage que je vais vous présenter, qui est vraiment un avantage incontournable, c'est de donner en nue propriété. Donc je vais reprendre qu'est-ce que c'est en fait le démembrement de propriété. Donc quand vous avez un bien, donc par exemple une maison, il faut savoir qu'elle est divisée en deux droits. Vous avez d'un côté l'usufruit. L'usufruit, c'est quoi? C'est le fait de percevoir les fruits, donc par exemple les loyers pour une maison, et le fait d'user du bien, donc d'y habiter. Et de l'autre côté, vous avez la nue propriété, et ça, c'est le droit d'en disposer à terme. Étant donné que vous donnez un bien, en fait, vous pouvez donner seulement la nue propriété du bien. Et il faut savoir que ce démembrement, il est viager. Donc, il va dépendre de l'âge de l'usufruitier, c'est-à-dire la personne qui donne. Donc, l'idée, c'est de se dire, je donne en nue propriété, et à mon décès, moi qui suis usufruitier, l'usufruit va rejoindre la nue propriété sans fiscalité. Donc, en fait, on peut se dire, donner de la nue propriété, c'est donner de la pleine propriété à terme et en transmettant gratuitement la partie usufruit. Du coup, la question qu'on se pose, c'est comment calculer la valeur de la nue propriété qu'on va donner et pourquoi c'est intéressant de la donner tôt. La valeur de la nue propriété et de l'usufruit va dépendre en fait d'un barème qui est dans le Code général des impôts. Et plus on donne tôt, plus la valeur de la nue propriété est faible. Donc, on le voit ici. Si on donne, par exemple, à moins de 61 ans, la valeur de l'usufruit et de la nue propriété équivaut à 50% chacune. Donc ça, c'est vraiment un avantage incontournable et je vous propose de directement passer à un cas pratique chiffré sur cette nue propriété pour bien comprendre le principe. Donc, prenons l'exemple. Monsieur Patrimoine a une maison valorisée 600 000 €. Il a 2 enfants, Marie et Paul. Et donc, dans notre premier cas, on va se dire, voilà, Monsieur Patrimoine n'a rien anticipé, n'a rien optimisé. Comment ça va se passer au jour de sa succession? On va prendre la base taxable, donc c'est-à-dire sa maison, les 600 000 €. Comme on a vu, chaque enfant bénéficie de 100 000 € d'abattement, donc 200 000 € puisqu'il a 2 enfants. Et donc, notre base taxable est bien de 400 000 €. On calcule les droits et la fiscalité sur cette base imposable et on arrive à un montant de droits et de frais de 84 300 €. Prenons l'exemple si Monsieur Patrimoine a fait une donation de cette maison en nue propriété à l'âge de 65 ans. Dans ce cas, la valeur de la nue propriété, donc qu'il a donnée quand il avait 65 ans, est égale à 60% de la valeur de la pleine propriété. Donc c'est pour ça qu'on a directement une base taxable à hauteur de 360 000 €. Là-dessus, la même chose, on considère que les abattements n'ont pas été utilisés. Donc, ça nous donne une base taxable directement à 160 000 € qui sera imposée au barème. Donc là, on voit directement des droits qui sont bien inférieurs à 36 300 €. Et dernier cas, si Monsieur Patrimoine a fait une donation encore plus tôt, en nue propriété à 45 ans, cette fois-ci, la nue propriété équivaut à 40% de la pleine propriété, donc 240 000 €. Et là, on a des droits à régler de 12 300 €. Donc là, on voit vraiment un gain entre ne rien faire et donner de la nue propriété à ces 45 ans de plus de 70 000 €. Donc c'est vraiment un montant assez important sur les 600 000 € de la valeur de la maison. Je ne prends pas en compte également le fait que si Monsieur Patrimoine donne à 45 ans, il pourra peut-être profiter de l'abattement 15 ans plus tard, une seconde fois, en ligne directe. Et également, comme j'ai vu au-dessus, il pourra profiter de la progressivité des tranches de l'impôt. L'avantage également de donner en nue propriété, c'est qu'on donne à la valeur du bien au moment de la donation. C'est-à-dire, on a donné le bien en nue propriété à hauteur de 600 000 €. Si en fait le bien a pris de la valeur au jour de la succession, d'accord, donc quand vraiment l'usufruit rejoint la nue propriété, si le bien vaut ensuite 700 000 €, cette plus-value, en fait, elle a été transmise et donc on ne va pas payer de fiscalité ou de surplus sur la plus-value réalisée. Donc ça aussi, c'est vraiment un avantage à prendre en compte. Voilà, donc donner tôt, c'est vraiment important en se disant on réduit fiscalement les frais avec les abattements, le principe de démembrement de propriété, les plus-values et le barème progressif. Merci Fanny pour cette partie sur l'intérêt de donner tôt.
Et on va voir qu'il peut y avoir un intérêt même à donner tard, parce que bon, c'est ce que j'évoquais en introduction. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on anticipe, à laquelle on a envie de se confronter. Et voilà, il y a un intérêt à donner même très tard, même si on a 96 ans et que on pourra pas profiter du renouvellement des abattements dans 15 ans et du renouvellement du barème, et que la nue propriété vaut 90% de la valeur de ce que je transmets. Donc, il y a quand même toujours un intérêt à donner, même très tard. Et quel est cet intérêt? Cet intérêt va se jouer sur les droits de donation. Dans le cadre d'une succession, sont forcément vos héritiers qui vont être redevables de la fiscalité et des frais. Et dans le cadre d'une donation, le donateur, donc vous pouvez choisir de régler la fiscalité et les droits, et ce n'est pas considéré comme une donation supplémentaire. On ne va pas vous demander de repayer de l'impôt sur de l'impôt et sur des frais. Donc, en fait, donner même très tard, pour le dire plus simplement, ça va vous permettre d'économiser les droits sur les droits et de transmettre un montant de patrimoine net plus important à vos héritiers. Donc, pour l'illustrer, je vais vous présenter un cas pratique qui sera sans doute plus parlant. Donc, première hypothèse, j'ai pas fait de donation, je décède, mon patrimoine est transmis à mes enfants. Donc, j'ai un patrimoine de 3 millions d'euros, j'ai 3 enfants. Chacun de mes enfants va donc recevoir 1 million d'euros de patrimoine. La totalité des droits sur ces 3 millions d'euros transmis à chacun de mes enfants sera d'un peu moins de 640 000 euros. À cela va s'ajouter des frais et des droits de partage, parce que on partage les biens entre chacun des héritiers. Donc, le montant total à payer sur les 3 millions d'euros de patrimoine transmis va être de 736 000 euros. Donc, au total, mes enfants vont recevoir dans leur poche un patrimoine net de 2,2 millions sur les 3 millions transmis bruts initialement. Ce que je peux faire, c'est faire une donation partage tardive. Donc, on va développer dans la suite du webinaire la donation partage en tant que telle. Donc, ça pourra sans doute répondre à des questions que vous pourrez vous poser. Là, donc dans cette donation partage, c'est moi, en tant que donateur, qui vais régler la fiscalité et les frais sur la donation à mes 3 enfants. Et donc, ce qu'on fait, on part en fait du même patrimoine brut initial de 3 millions d'euros. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est j'ai 3 millions d'euros de patrimoine brut, je vais payer la fiscalité et les frais sur la transmission de ce patrimoine. Combien je peux transmettre en patrimoine net à mes héritiers? Donc ça, c'est le calcul qu'on a fait. Et donc, sur cette transmission, dans le cadre d'une donation, je vais pouvoir transmettre un patrimoine net de 2,4 millions à mes enfants. Je vais régler 500 000 euros de droits et frais sur ces 2,4 millions transmis. Et donc, mes enfants, au final, vont bien recevoir 2,4 millions net en poche, puisque c'est moi qui vais prendre la fiscalité et les frais à ma charge. Donc, mes enfants, grâce à cette donation partage, ils vont avoir reçu 200 000 euros de patrimoine net de plus que si je n'avais rien fait. Donc voilà, sur ce sujet de donner même très tard, moi, ça m'a permis de transmettre davantage à mes enfants. Le seul point, effectivement, qui peut poser problème sur ce point, c'est d'avoir les liquidités disponibles. Là, ça suppose que sur mon patrimoine de 3 millions, j'ai 500 000 euros de liquidités disponibles pour pouvoir régler la fiscalité et les frais sans forcément avoir revendre un bien ou autre. Donc ça, effectivement, c'est un point d'attention à avoir si on veut se lancer sur ce type de donation. Donc, on a terminé sur cette partie. Quentin, s'il y a une question à faire remonter, un point à préciser? Oui, le chat est très actif et on vous en remercie. Je voulais faire remonter une question qui parlait de l'âge du donateur et du donataire. Est-ce que c'est un critère de possibilité? Alors, dans le cas d'une donation en ligne directe, celle qui permet l'abattement de 100 000 euros, il n'y a pas de critère d'âge. Une personne de 80 ans peut donner à une personne mineure, par exemple. Il y aura cependant, et évidemment, un critère de capacité. Il faut que la personne soit en toute possibilité, en toute détention de ses moyens et de sa capacité de raisonnement. Cependant, pour le don exceptionnel de somme d'argent, celui qui donne droit à un abattement de 31 865 euros, il faut effectivement que le donataire
soit majeur et plus de 18 ans et le donateur est moins de 80 ans. Donc, voilà, je pense avoir répondu à cette question. Merci Quentin. Pas d'autres questions à faire remonter, on peut passer à la deuxième partie? Oui, allez-y. Merci. Donc, comment assurer des lots équitables entre héritiers et ainsi éviter les conflits? Donc, dans cette partie, on va échanger sur la réserve héréditaire, la quotité disponible pour répondre à cette question. On va également vous présenter la donation partage et les SOULT et, comme d'habitude, un cas pratique avec Monsieur Patrimoine. Donc, aménager la réserve héréditaire. Il faut savoir que votre futur actif successoral, il est divisé en deux. Donc, une partie qu'on appelle la réserve héréditaire, c'est-à-dire la part de votre patrimoine qui doit revenir à vos héritiers au jour de votre succession, donc c'est-à-dire vos enfants et à défaut votre conjoint. Et une autre part, c'est la part qu'on appelle la quotité disponible. Donc ça, c'est la part que vous pouvez disposer librement en indiquant par exemple vos dernières volontés dans un testament. Le pourcentage du coup de quotité disponible et réserve héréditaire dépend du nombre d'enfants que vous avez. Par exemple, on le voit ici avec un enfant, votre réserve héréditaire que vous pouvez, qui doit revenir à vos héritiers est de 50% et la quotité disponible également. Si vous avez 3 enfants et plus, votre quotité disponible que vous pouvez disposer comme vous le souhaitez équivaut à 25% de votre patrimoine au jour de votre succession. Donc ça, c'est vraiment le cas où vous êtes marié et que vous avez des enfants. Si vous êtes marié et que vous n'avez pas d'enfants, c'est votre conjoint qui est seul héritier réservataire à hauteur de 1/4 de votre patrimoine. Ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'il s'agit bien d'un pourcentage de votre patrimoine au jour de votre décès et non un montant brut qu'on peut fixer dès à présent. C'est-à-dire que c'est au jour de l'ouverture de votre succession qu'on va déterminer la valorisation de votre patrimoine et qu'on va pouvoir dire à combien correspond votre quotité disponible. Et ça, c'est vraiment un point important que je vais détailler juste après. Il faut savoir qu'il y a 2 types de donations différentes. Donc, la donation qu'on appelle en avancement de part ou également en avancement d'oirie et la donation hors part successorale. Donc, cette première donation, c'est une donation avancement de part, c'est plutôt une donation classique parce qu'elle constitue simplement une avance sur héritage pour la personne donataire, c'est-à-dire la personne qui reçoit. Il est possible de donner tout ou partie de votre patrimoine, donc ça peut être un bien immobilier, mobilier, une somme d'argent également. Et ce qui est important de savoir, c'est que cette donation elle va s'imputer sur la réserve héréditaire du donataire, donc la part qui doit lui revenir en fait à terme, et subsidiairement sur la quotité disponible. La donation hors part successorale, donc c'est le deuxième type de donation, elle est différente parce qu'elle va s'imputer directement sur la quotité disponible de votre succession. C'est vraiment un principe différent qu'il faut indiquer lorsque vous faites votre donation. Elle n'est pas réputée directement hors part successorale si rien n'est indiqué. D'accord ? Et ça, c'est avantageux, par exemple, si un père souhaite avantager un enfant plutôt qu'un autre enfant. Imaginons, j'ai 3 enfants, je sais que chaque enfant va avoir sa part de réserve héréditaire, mais en plus, je peux transmettre la partie qui représente la quotité disponible à un seul enfant pour que lui ait vraiment la part de quotité disponible et sa réserve héréditaire. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention à avoir en amont. Voilà, si je fais une donation, il faut savoir est-ce que je veux du coup qu'il y ait vraiment l'égalité entre tous mes héritiers ou pas. Et donc, ça peut répondre à plusieurs objectifs. Je peux également donner un bien immobilier ou mobilier dans ce mode de donation. Elle va s'imputer, comme je vous l'ai dit, sur la quotité disponible et subsidiairement sur la réserve héréditaire. Et ça, c'est un point important parce qu'il ne faut pas que la réserve héréditaire des autres héritiers soit, on va dire, rongée par cette donation. Sinon, ils pourront mener ce qu'on appelle une action en réduction, mais on n'aura pas le temps d'en parler dans ce webinaire. Prenons par exemple le cas, aujourd'hui j'ai 3 millions de patrimoine, donc je fais une donation à un enfant de X euros en me disant ça correspond à ma quotité disponible, sauf qu'en fait le jour de ma succession, mon patrimoine ne vaut plus 3 millions d'euros, mais 800 000 euros. Et bien là on voit directement que ça pose problème, il peut y avoir des conflits du coup entre les héritiers. C'est par exemple le cas dans tout ce qui est donation hors part successorale, de l'exemple qu'on connaît tous avec la succession de Johnny Hallyday, c'est exactement le même principe.
Donc voilà, les deux types de donations peuvent répondre à deux objectifs différents. C'est des sujets assez complexes et vraiment, il faut anticiper ce point en amont. Troisième type de donation, donc j'ai un petit peu évoqué dans la première partie et là qu'on va détailler davantage, la donation partage et les soultes. Donc qu'est-ce qu'une donation partage? Donc donation partage, le principe, pas d'indivision, c'est l'essence même de ce type de donation. Donc ça veut dire que dans une donation partage, par exemple, je ne peux pas donner un appartement à mes deux enfants en disant chacun de mes enfants est propriétaire à 50% de l'appartement, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de partage. Il faut que chacun de mes enfants ait ses propres biens. La répartition dans une donation partage, elle peut être égalitaire. On va dire que ça va être l'idéal pour limiter les conflits parce que chacun de mes enfants aura reçu un lot de même valeur. Mais elle peut tout à fait être inégale. Donc, un de mes enfants reçoit 300 000 euros, l'autre 200 000. Et on peut souhaiter pour rétablir l'égalité entre ces différents enfants, demander à l'enfant qui aurait reçu davantage que ses frères et sœurs de leur verser une soulte, donc de leur verser une somme d'argent pour rééquilibrer la donation entre chacun des enfants. Dans ce cas-là, si une soulte est versée, on peut définir la soulte, on peut demander de la verser tout de suite, on peut étaler dans le temps, faire des paiements en plusieurs fois, indexer la soulte sur un indice en disant voilà, on verse dans le temps, mais les biens prennent de la valeur, la vie peut prendre de la valeur, etc. Donc là-dessus, on est assez libre. Un point important et que toujours voilà, on va illustrer par la suite dans un cas pratique, ça va être la valeur des biens transmis qu'on va prendre au moment de votre succession. Dans le cadre d'une donation classique comme ce que Fanny a pu vous exposer juste avant, au moment de votre succession, pour faire la répartition des biens entre vos héritiers, on va reprendre les donations qui ont été faites par le passé. Donc on va les rapporter fictivement pour imputer sur la réserve héréditaire ou sur la quotité disponible. Et pour faire ces différentes imputations, on va prendre la valeur de vos biens au moment de votre décès. Donc, si vous avez donné un bien qui valait 300 000 euros il y a 15 ans, peut-être qu'au jour où vous décédez, ce bien il vaut 400 000 euros. Et du coup, c'est ces 400 000 euros qui vont venir, par exemple, s'imputer sur la réserve de votre enfant et non pas les 300 000 euros donnés initialement. Ce qui peut par la suite effectivement causer des conflits, on le verra dans un cas pratique. Et dans le cadre d'une donation partage, à la condition que l'ensemble de vos enfants ait reçu un lot dans la donation partage, la valeur des biens qui va être prise en compte sera bien celle au moment de la donation. Donc, vous avez donné un bien qui valait 400 000 euros au moment de la donation, il en vaut 600 au moment de votre décès. C'est bien les 400 000 euros qui vont s'imputer sur la réserve ou sur la quotité disponible. Donc voilà, ça c'est un point qu'on va voir qui peut avoir des impacts significatifs dans la transmission de votre patrimoine. Pour illustrer, ça c'était pour illustrer rapidement avec Monsieur Patrimoine et sa famille la donation partage et les soultes. Donc là, par exemple, on a Monsieur Patrimoine qui, dans le cadre d'une donation partage, a transmis une maison d'une valeur de 300 000 euros à Marie. Il n'avait pas d'autres biens et pas de liquidité disponible pour transmettre à ses deux autres enfants, Paul et Jean. Et donc, du coup, dans le cadre de la donation partage, il a été convenu que Marie remettrait une soulte de 100 000 euros à chacun de ses frères pour qu'au final, en termes de patrimoine net, chacun des enfants ait bien reçu 100 000 euros. Ça, c'était un petit exemple. Sur la donation partage, autre précision, donc dans une donation partage, on peut transmettre à ses héritiers présomptifs, donc c'est les personnes qui hériteraient de votre patrimoine si vous décédiez aujourd'hui, donc ça peut être vos enfants, vos petits-enfants, des neveux et nièces, des oncles et tantes, tout dépend de la composition de votre famille. Et ce qui peut être intéressant, notamment dans les familles recomposées, donc on peut faire une donation partage conjonctif, donc dans ce cas-là, c'est les deux parents qui vont transmettre du patrimoine à leurs enfants. Et on peut le faire dans le cadre d'une famille recomposée, même si on a des enfants d'un autre lit. La seule condition dans ce cas-là, c'est qu'il faut qu'il y ait deux enfants communs. Donc là, l'exemple de notre petit schéma, on va avoir Monsieur Patrimoine qui a eu un fils d'un premier lit, Madame Patrimoine qui a eu une fille d'un premier lit, et ils ont eu ensemble deux enfants. Donc, chacun des deux parents peut transmettre ses biens propres à ses enfants. Donc, Monsieur Patrimoine peut transmettre des biens propres, donc qui ne lui appartiennent qu'à lui, à son fils et aux deux enfants qu'il a eus avec Madame Patrimoine, et Madame Patrimoine à sa fille et aux deux enfants qu'elle a eus avec Monsieur Patrimoine. Et si les deux parents sont d'accord, et en principe, s'ils participent tous les deux à la donation de partage, ils vont se mettre d'accord. Ils peuvent également transmettre des biens communs aux enfants qu'ils ont eu en commun, mais également aux enfants que chacun d'eux a pu avoir d'un premier lit. Donc voilà, donc là c'est quelque chose qui peut effectivement être intéressant dans les familles recomposées.
Petit cas pratique chiffré sur la donation partage. Donc là, nous retrouvons Monsieur Patrimoine qui, dans le cadre d'une donation partage, il a fait une donation partage inégalitaire. Il a transmis une maison d'une valeur de 600 000 € au moment de la donation à sa fille Marie et il a donné une somme d'argent de 350 000 € à son fils Paul. Au jour du décès de Monsieur Patrimoine, la maison a pris de la valeur. Elle vaut désormais 800 000 € et Paul s'est offert un magnifique tour du monde avec les 350 000 €. Du coup, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qui va se passer donc au décès de Monsieur Patrimoine? Si on a fait une donation partage, donc au moment du décès de Monsieur Patrimoine, son patrimoine vaut 1 million d'euros. On va rapporter ce que j'expliquais tout à l'heure fictivement, la donation partage. Donc là, c'est 950 000 €, les 600 000 € que la maison valait au moment de la donation et les 350 000 € de la somme d'argent. Donc, le total à partager entre les enfants, le total théorique est de 1 900 000 €. Chacun des enfants a le droit à la moitié, donc 975 000 €. Marie, elle a déjà reçu 600 000 € lors de la donation partage. Donc là, il lui reste 375 000 € à recevoir. Et Paul a déjà reçu 350 000 € au moment de la donation partage. Il lui reste donc 625 000 € à recevoir. Chacun de mes enfants a effectivement reçu 975 000 €. L'égalité est respectée entre eux. Si on n'avait pas fait de donation partage, au moment du décès de Monsieur Patrimoine, on réunit les donations, on va prendre la valeur au jour du décès. Donc la maison a pris de la valeur, désormais elle vaut 800 000 € et les 350 000 € ont été entièrement dépensés, donc ils ne valent plus rien. Donc j'ai 1,8 million à partager entre mes enfants. Chacun a le droit à la moitié toujours, donc 900 000 €. Marie, on reprend la valeur au jour du décès. Donc Marie, elle a déjà reçu 800 000 € dans le cadre de la donation. Il lui reste 100 000 € à recevoir. Paul, il a tout dépensé, on ne prend pas en compte la donation. Il lui reste donc 900 000 € à recevoir. Donc au total, Marie, elle a reçu effectivement 600 000 € au moment de la donation, plus 100 000 € au moment du décès, donc 700 000 €. Paul a reçu 350 000 € au moment de la donation, plus 900 000 € au moment du décès. Il a reçu au total 1 250 000 €. Donc il a reçu davantage de sa sœur. Donc là, on a une égalité qui n'est pas respectée entre les enfants. Et ce qu'on peut soulever, c'est que entre guillemets, Marie, elle est punie d'avoir été une bonne gestionnaire, puisqu'elle aurait pu, si elle avait décidé de vendre la maison pour se payer un tour du monde comme son frère, au décès de son père, elle aurait reçu, elle aurait reçu comme son frère 900 000 €. Donc là, on se retrouve avec un enfant qui a été un bon gestionnaire, qui a fait attention, qui a eu un bien, qui a pris de la valeur, même si la prise de valeur n'est pas forcément uniquement de son fait. Mais en tout cas, voilà, donc la bonne gestion peut être pénalisante dans le cadre des transmissions et ça peut créer des conflits entre les frères et sœurs. Voilà pour cette partie. Est-ce que Quentin, il y a des questions? Je vais peut-être vous laisser le tableau à faire remonter. Alors oui, il y a une question déjà qui porte sur les droits des différents propriétaires dans le cas d'un démembrement. Est-ce que si je donne la nue propriété à mes enfants, est-ce que j'ai toujours le droit de vendre? Donc, si vous donnez la nue propriété d'un bien immobilier à un de vos enfants, il faudra son autorisation pour vendre le bien. Ensuite, donc ça peut être une première limite qui peut être contournée par exemple, une interposition de SCI qui peut engendrer des droits supplémentaires, mais c'est quelque chose que l'on peut gérer. Après, lorsque la vente a été réalisée, il y a 3 options qui s'offrent donc au couple d'usufruitiers et du propriétaire. Le premier, c'est la répartition du prix de vente en fonction de la valeur de l'usufruit de la nue propriété à ce moment-là. Ce n'est pas parce qu'on a donné avec une valeur de nue propriété de 50% que l'on répartira le produit de la vente à 50%. Donc, il y a cette première option. Ensuite, il y a la possibilité de conserver le démembrement et d'utiliser le produit de la cession pour démembrer un nouveau bien que l'on va acquérir. Et enfin, la troisième option, c'est ce que l'on va appeler le quasi-usufruit. Donc, l'usufruitier va pouvoir dépenser et utiliser les fonds à sa guise, dans ce qu'il souhaite. Et à sa succession, le nu propriétaire aura une dette de la valeur du produit de cession. Donc ça peut permettre également d'optimiser votre transmission, vu que cette dette ne sera pas imposée au barème des droits de succession. Il y a
Il y a également une autre question, je pense qu'on peut se donner le temps de la faire. Elle est sur la réserve héréditaire du conjoint survivant. Donc, dans le cas d'un mariage, le conjoint survivant, à l'absence de donation au dernier vivant, dans le cas classique, a le choix entre 100% de recevoir 100% du patrimoine du défunt en usufruit ou un quart en pleine propriété. Donc ça, c'est le droit qu'il a. On peut y renforcer ses droits par une donation au dernier vivant. Mais ce conjoint survivant n'est pas réservataire. Il y a en présence d'enfants, seuls les enfants sont réservataires. Le pourcentage de réserve dépend du nombre d'enfants. Si vous avez un enfant, la réserve de l'enfant sera de 50%, 2 enfants, ce sera un tiers, etc. Le conjoint peut être réservataire seulement en l'absence d'enfants et cette réserve sera de 25% du patrimoine du défunt. Donc, je vais relaisser la parole à Léa et Fanny. Merci Quentin. Donc, abordons cette troisième partie. Comment donner directement de grands-parents à petits-enfants ou entre branches de même famille? Donc, en effet, on voit qu'il y a de plus en plus de donations entre grands-parents et petits-enfants. Déjà, pour profiter de l'abattement des 31 000 euros qu'on a vu tout au début entre grands-parents et petits-enfants. Et ensuite, voilà, on voit que avec l'espérance de vie qui augmente, souvent les grands-parents font une première donation à leurs enfants, mais également à leurs petits-enfants pour les aider dans l'acquisition d'un bien immobilier, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc là, on va voir plusieurs choses. La donation partage transgénérationnelle, la donation résiduelle et la donation graduelle où on fera des cas pratiques. Donc, on va commencer nos donations partage transgénérationnelles. Donc, on va être sur le même principe que la donation partage illustrée précédemment, sauf que là, on va faire intervenir plusieurs générations. Donc, ça peut être on peut faire intervenir les enfants et les petits-enfants ou uniquement les petits-enfants si on le souhaite. Et l'intérêt principal d'une donation partage transgénérationnelle, ça permet de sauter une génération et d'économiser les droits sur une succession. Donc là, par exemple, c'est, on va dire, sans donation partage transgénérationnelle, donation classique, Monsieur Patrimoine transmet 3 millions d'euros à son fils Paul, puis Paul transmettra 1,5 million à chacun de ses enfants. Dans le cadre d'une donation partage transgénérationnelle, on va transmettre directement de Monsieur Patrimoine à ses petits-enfants, Marie et Jean. Et ce qui va être très intéressant et que je vais illustrer par la suite dans un cas pratique, c'est qu'on va pouvoir réintégrer des donations antérieures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai bien Monsieur Patrimoine qui a transmis 3 millions d'euros à son fils Paul par le passé. Et voilà, avec bien entendu l'accord de Paul, il décide de transmettre finalement directement à Marie et Jean parce qu'ils en ont davantage besoin que Paul et que ça va permettre, donc ce que je disais, d'économiser les droits de transmission sur une succession et qui est en l'occurrence la succession de Paul vers ses enfants. Et ça, c'est une possibilité. Dans les donations partage classiques également, on peut réintégrer des donations qui ont été faites par le passé. Et on va voir, ça peut avoir des conséquences vraiment importantes sur la transmission de son patrimoine. Donc, cas pratique pour illustrer tout ça, j'ai toujours la même situation familiale. J'ai un patrimoine de 3 millions d'euros à transmettre. J'ai 3 enfants. Je fais une donation de ces 3 millions d'euros à mes enfants. Chacun reçoit 1 million. J'ai 640 000 euros de droits à payer, plus 40 000 euros de frais. Donc ça, c'est ma base. Dans tous les cas, je pars de ça. Cette donation a lieu. Ensuite, cas classique, ensuite, chacun de mes enfants a 2 enfants et chacun va transmettre le patrimoine qu'il a reçu à ses propres enfants. Donc, j'ai un petit peu moins à transmettre parce que du coup, j'ai payé les droits. Je vais avoir de nouveau de la fiscalité et des frais de donation à payer. Et donc, au total, mes 1 million ici prennent bien en compte les droits et les frais de la donation initiale, donc de moi vers mes enfants, puis de mes enfants vers leurs enfants. Donc, au total, sur un patrimoine initial de 3 millions d'euros, j'ai 1 million d'euros qui va être parti en frais et fiscalité. Donc, j'ai un tiers de mon patrimoine qui est parti, qui n'a pas pu être transmis. Ce que je pourrais faire, c'est une donation de partage transgénérationnelle où je vais venir réintégrer cette donation initiale. Donc, la donation initiale a bien eu lieu.
Et dans 15 ans, oups, pardon, j'ai cliqué sur l'écran en même temps. Et donc, j'ai fait une donation initiale à mes enfants. 16 ans plus tard, je décide finalement de transmettre mon patrimoine à mes petits-enfants. L'importance de le faire après 15 ans la durée entre la donation initiale et ma donation partage transgénérationnelle va avoir une importance, puisque s'il se passe plus de 15 ans, je ne vais pas être redevable de droits de transmission à nouveau. Je vais simplement être redevable des droits de partage. Donc là, c'est les 75 000 euros, c'est 2,5% de mes 3 millions d'euros, et de frais de donation. Et donc, du coup, le coût total de ma transmission, ça va être les droits de la donation initiale, parce qu'il y a toujours cette donation initiale. La fiscalité et les frais que j'ai payés à l'époque, je ne vais pas les récupérer. Donc ça, j'ai payé ça il y a 15 ans. Je paie à nouveau des frais au moment de la donation partage transgénérationnelle qui vont venir s'y ajouter. Et donc, je me retrouve avec un montant total de 790 000 euros. Donc, ça m'a permis d'économiser 250 000 euros de droits de faire cette donation partage transgénérationnelle plus de 15 ans après la donation initiale. J'imagine que la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qui se passe si j'attends pas les 15 ans? Si on n'attend pas les 15 ans, il y aura de la fiscalité qui sera due. Mais dans ce cas-là, les droits qu'on aura payés lors de la donation initiale viendront se déduire des droits de la donation transgénérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, je redonne, dans le cadre d'une donation partage transgénérationnelle, 5 ans après la donation initiale. Dans ma donation partage, j'ai un montant de droits à payer de 700 000 euros. Et on va venir prendre en compte le fait que j'ai déjà payé 640 000 euros il y a 5 ans. Et donc, en fait, je vais devoir payer que la différence entre les deux, donc 60 000 euros de fiscalité, plus les frais. Voilà pour cette partie. Ça peut être assez compliqué, donc j'espère que j'ai été le plus clair possible et on pourra répondre aux questions par la suite. Merci Léa. Donc, je vais vous présenter la donation résiduelle et graduelle. Donc, il faut savoir que ces deux donations permettent en fait de désigner deux bénéficiaires successifs. Donc, le principe, c'est, je souhaite donner, donc Monsieur Patrimoine souhaite donner sa maison, d'abord à Marie, donc la première bénéficiaire, qui est son enfant. Et au décès de Marie, il faudra que ce bien revienne au deuxième bénéficiaire, donc Jean, ici le petit enfant de Monsieur Patrimoine. Les deux personnes doivent être vraiment identifiées à l'avance dans l'acte de donation. On peut faire ça sur quel bien? Sur des biens qui sont identifiables, donc une maison, des meubles, une œuvre d'art par exemple, mais ça ne peut pas concerner une somme d'argent ou une quote-part du patrimoine. Et enfin, qui peut en bénéficier? Il faut juste que le bénéficiaire soit indiqué à l'avance. Ça peut être un membre de sa famille, mais ça peut être aussi une tierce personne. Et il est également possible qu'une personne morale soit désignée, mais en deuxième bénéficiaire. Donc la donation résiduelle, graduelle, en fait, quels sont les avantages? C'est bien si vous souhaitez conserver un bien, donc un appartement, une maison dans le giron familial. Donc voilà, vous avez une maison depuis des années dans votre famille et vous souhaitez qu'il soit transmis à votre enfant, par exemple, et à votre petit-enfant par la suite. Ça peut être avantageux si vous êtes marié, vous avez eu un enfant d'un premier lit et vous vous êtes par la suite remarié. Là, vous souhaitez transmettre à votre nouveau conjoint votre maison, qui devra ensuite le transmettre à votre enfant du premier lit au décès de votre conjoint. Il faut savoir que là aussi, fiscalement, ça va être intéressant, on le verra dans un cas pratique, de faire ces donations résiduelles ou graduelles. Ça peut être aussi opportun fiscalement, parce qu'on verra que les droits sont calculés différemment par rapport à une donation classique. Et enfin, aussi, on peut l'utiliser si un enfant a une espérance de vie, on va dire, réduite à cause d'un handicap, où on se dit, voilà, je veux d'abord transmettre une partie de mon patrimoine à cet enfant qui le transmettra à mes autres enfants à son décès. Donc, pour revenir à la fiscalité, ça c'est un point, possibilité de faire cette donation de cumuler la donation partage avec ces donations résiduelles et graduelles. On cumule tous les avantages, c'est tout à fait possible. Donc la fiscalité, comme je vous disais, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que le premier bénéficiaire, donc notre cas Marie, qui est la fille de Monsieur Patrimoine, elle va s'acquitter des droits de donation lors de la première donation initiale. Et ces droits, ils sont calculés du coup en fonction du lien de parenté entre Monsieur Patrimoine et Marie. Donc c'est vraiment en ligne directe dans ce cas-là.
Et au décès de Marie, le deuxième bénéficiaire, il n'est pas considéré comme héritier de Marie. En fait, il va tirer ses droits et il va payer des droits de donation et pas de succession selon le lien de parenté entre Monsieur Patrimoine et le deuxième bénéficiaire. Donc là, entre Monsieur Patrimoine et Jean, dans notre exemple. Donc là, c'est avantageux parce que la deuxième fiscalité va dépendre du lien parent-enfant et non du lien frère et sœur. Il faut savoir aussi que la fiscalité de ce deuxième transfert sera minorée des droits déjà payés lors du premier transfert. On va avoir un élément, même 2 cas chiffrés, parce que ça peut répondre à beaucoup d'objectifs à la donation graduelle et résiduelle. Alors du coup, on voulait vous présenter la différence entre les deux. Il y a quand même une différence entre la donation graduelle et résiduelle. Pour la donation graduelle, il faut savoir que le premier bénéficiaire, il n'a pas le droit de vendre ou de donner le bien. Il doit vraiment le conserver intact pour le second bénéficiaire, qui est donc assuré de le recevoir. Donc ça, c'est une situation à privilégier si on souhaite protéger un patrimoine familial. Alors que la donation résiduelle, il faut savoir que le premier bénéficiaire, il peut disposer librement, comme il l'entend, du bien. Il a juste l'obligation de transmettre ce qui reste au second bénéficiaire. Donc ça, on pense que c'est une situation à privilégier pour tout ce qui est donation de capitaux mobiliers, si vous détenez des actions, par exemple. Je vous propose de passer du coup à deux cas pratiques chiffrés. Donc, dans un premier cas, nous avons Monsieur Patrimoine, donc le père, qui a eu d'une première union Marie, donc sa fille, et quelques années plus tard, il s'est remarié avec Madame Patrimoine. Il a une maison qui est valorisée 200 000 € et il souhaite donner cette maison à Madame Patrimoine pour qu'elle la transmette ensuite à Marie à son décès. Donc, comment ça se passe? Pour répondre à cet objectif, si Monsieur Patrimoine n'avait rien anticipé, le bien aurait été d'abord transmis entre époux. Donc, la valeur du bien, on a dit 200 000 €. Madame Patrimoine bénéficie d'un abattement de 80 000 € en tant qu'épouse. Et donc, les droits sont calculés à hauteur de 22 000 €. Ensuite, pour que ce bien arrive dans le patrimoine de Marie, la deuxième fiscalité aurait été bien plus importante. Pourquoi? Parce qu'on prend la valeur du bien, donc on considère qu'il n'a pas changé de valeur, les 200 000 €. Mais là, il n'y a pas de lien en fait direct entre Madame Patrimoine et Marie. Donc, pas d'abattement et ensuite une taxation, un barème qui est très important. Donc, les droits sont estimés à 120 000 €. Donc, en fait, de transmettre d'abord à sa nouvelle conjointe et à son enfant du premier lit nous amène à un total de droits de 142 000 €. Donc, du coup, sur 2 générations, pour une maison valorisée 200 000 €. Donc, pour répondre vraiment à cet objectif, il fallait faire une donation graduelle, où là, la première fiscalité aurait été la même, donc vraiment entre époux, entre Monsieur Patrimoine et Madame Patrimoine. Donc, on garde toujours nos 22 000 € de droits. Et ensuite, au décès de Madame Patrimoine, on calcule la fiscalité selon le lien de parenté entre Monsieur Patrimoine et Marie. Donc là, c'est vraiment un lien en ligne directe. D'accord. Donc, la valorisation du bien, toujours 200 000 €. Et là, on a l'abattement de 100 000 €. D'accord. Et on a ensuite un barème, comme on l'a vu, progressif, qui est bien plus intéressant. Donc, la deuxième fiscalité est égale à 18 000 €. Donc, on voit bien que sur une maison, en fait, à 200 000 €, on a un gain de plus de 100 000 € en faisant cette donation graduelle pour répondre à l'objectif de Monsieur Patrimoine. Et c'est un cas qu'on a de plus en plus avec des familles recomposées qui souhaitent aider leurs conjoints et transmettre à terme leur patrimoine à leurs enfants d'un premier lit. Et autre point de précision, je me permets, Fanny, au-delà de la fiscalité, c'est aussi que dans le cadre de la donation graduelle, Madame Patrimoine, la nouvelle femme de Monsieur Patrimoine, est obligée à son décès, la maison reviendra obligatoirement à Marie, alors que sans donation graduelle, Madame Patrimoine pourrait très bien décider finalement de transmettre à ses propres enfants ou à une tierce personne, et Marie ne serait absolument pas assurée de récupérer au final la maison. C'est ça, c'est vrai. Ça répond vraiment à l'objectif, le souhait. On est sûr que la maison revienne aux enfants, à nos enfants, aux enfants de Monsieur Patrimoine. Merci Léa. Deuxième cas pratique qui est un peu différent, mais qu'on retrouve aussi souvent. Monsieur Patrimoine souhaite donner un bien donc, à sa fille Marie. Il précise qu'au décès de Marie, ce bien devra être transmis à Paul. Donc Paul, c'est le petit enfant de Monsieur Patrimoine. Et le bien est valorisé 250 000 €. Donc, dans la même logique,
La première fiscalité se calcule entre Monsieur Patrimoine et Marie, donc parents-enfants. Donc, je vous ai précisé voilà, la base taxable, les abattements. Les droits totaux à régler sont de 28 000 €. Ensuite, la deuxième fiscalité, on la calcule en fonction du lien de parenté entre Monsieur Patrimoine et on l'a vu, de deuxième bénéficiaire directement. Donc, c'est-à-dire Monsieur Patrimoine et Paul. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que Paul, il va bénéficier de l'abattement de 31 000 € pour l'abattement grands-parents, petits-enfants, d'accord, et pas seulement lors de la succession, les 1 000 € qu'on a vus initialement. Donc, il va profiter de l'abattement grands-parents, petits-enfants, et une fois qu'on a calculé les droits, les 61 000, on va pouvoir déduire les droits payés lors de la première fiscalité, les 28 000. Donc, en fait, la deuxième fiscalité pour ce second transfert, il est de 33 000 €. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que également, si le bien n'a pas la même valeur, le bien ici, il a pris de la valeur au moment du second transfert, on repart bien de la base du bien. Les 300 000 €, c'est donc bien notre prochaine base pour calculer la fiscalité. Donc ça, c'est vraiment un avantage considérable parce qu'en plus, Paul n'a pas utilisé l'abattement en ligne directe entre Marie, donc sa mère, et Paul, l'abattement de 100 000 €. Il n'a pas encore utilisé parce qu'on a directement utilisé voilà, l'abattement entre Monsieur Patrimoine et Paul. Si on devait comparer au fait, voilà, pour répondre à cet objectif, si on n'avait rien fait, donc si vraiment on calcule les droits de succession entre Monsieur Patrimoine et Marie, et au décès de Marie, des droits de succession entre Marie et Paul, on aurait une fiscalité plus importante de plus de 14 000 €. Donc en fait, vraiment pour transmettre sur 2 générations, mon enfant et mon petit-enfant, il faut faire une donation résiduelle et graduelle pour en plus s'assurer que le bien soit transmis sur 2 générations. Et on voit souvent aussi le cas d'un grand-parent qui nous dit voilà, mon petit enfant, enfin Paul est peut-être jeune pour recevoir aujourd'hui un bien immobilier. J'ai envie qu'il soit aussi géré en priorité par Marie, qui le transmettra directement à Paul dans un second temps. Donc, tous ces types de donations permettent déjà une tranquillité d'esprit, en plus d'une fiscalité avantageuse. C'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper en amont pour profiter voilà, de tous ces avantages. Il y a plein d'objectifs différents pour nos clients, mais ces types de donations peuvent répondre à beaucoup d'objectifs. On a fini sur cette troisième partie. Est-ce que Quentin, il y a des questions à faire remonter? Oui, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, qui est celle du sort de l'assurance vie dans tous ces sujets de transmission. C'est une très bonne question car effectivement, l'assurance vie a un rôle à part dans tous ces sujets de transmission. Les assurances vie, les fonds qui sont sur l'assurance vie, on va investir des fonds et on va désigner via une clause bénéficiaire le destinataire de ces fonds, donc la personne à qui rend ces fonds à mon décès. Ces fonds seront transmis directement aux bénéficiaires et n'entreront pas dans l'actif, ce sera dans la somme des actifs à transférer. Donc, comment dire ça? Tous les fonds qui sont assurance vie seront traités hors succession et donc ne seront pas pris en compte dans tous les calculs de réserve et de quotité disponibles. Si j'ai 500 000 € de patrimoine hors assurance vie et 500 000 € d'assurance vie, la réserve sera un quart des 500 000 € du patrimoine total. Donc, ce sera bien traité séparément, mais il faut bien sûr faire attention à tout ce qu'il y ait abus, car les héritiers pourraient se retourner et redemander le traitement de cette succession s'il y avait abus de l'outil de l'assurance vie. Merci Quentin. Est-ce qu'il y a une autre question ou on peut passer à la quatrième partie? Non, vous pouvez y aller. Ok. Du coup, quatrième et dernière partie, comment encadrer ou limiter l'usage de votre donation. Là, cette fois-ci, on vous épargne les cas pratiques chiffrés. Pour changer, ça va être un petit peu, peut-être un peu plus simple que le début. Donc, la donation avec charge, qu'est-ce que c'est? Donc, la charge, ça fait naître une obligation dans le chef du bénéficiaire, donc de celui qui va recevoir le bien.
Attention, point d'attention, la charge doit être inférieure à la valeur du bien. Donc, par exemple, si la charge, c'est d'entretenir le donateur ou de lui verser une rente viagère, parce que voilà, je décide par exemple de donner un appartement à mon enfant, mais je lui demande de m'entretenir ou de me verser une rente pour que je puisse continuer à vivre. Dans ces cas-là, il faut faire attention parce que si je donne un appartement qui vaut 200 000 euros et que je demande à mon fils de me verser une rente de 10 000 euros par mois, on va vite se retrouver dans une problématique où on sera peut-être davantage dans une vente que dans une donation. Autre exemple de ce que peut être une charge, ça peut être la clause d'inaliénabilité. C'est pas simple à prononcer. C'est l'interdiction en fait de vendre ou de donner le bien. Donc ça, c'est des choses qu'on peut insérer, qui sont insérées assez régulièrement d'ailleurs dans le cadre des donations. Il faut juste que cette clause soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Donc ça peut être j'interdis à ma fille de revendre l'appartement que je lui donne tant qu'elle n'a pas terminé ses études parce que les loyers vont lui servir justement à payer ses études. Dernier point d'attention, la charge ne doit pas être contraire à l'ordre public. Donc, par exemple, on ne peut pas donner un bien avec l'interdiction ou l'obligation pour le donataire de se marier avec telle ou telle personne. On ne peut pas avoir de charge non plus liée, par exemple, à la religion. Voilà, c'est des choses qui restent de libre arbitre du donataire et qu'on ne peut pas imposer. Ensuite, on va avoir les donations avec conditions, où là, on a deux types de conditions différentes. Donc, tout d'abord, la donation avec conditions suspensives. Donc, le principe, c'est la donation ne sera effective que si la condition se réalise. C'est quelque chose, par exemple, qu'on rencontre régulièrement dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier ou dans le compromis, on insère une condition suspensive d'obtention du prêt. C'est quelque chose qu'on peut aussi faire pour les donations. Par exemple, je donne mon entreprise à ma fille sous réserve qu'elle obtienne son diplôme. Et ça se justifie parce que voilà, je veux qu'elle ait un diplôme pour être en capacité par la suite de gérer mon entreprise. Et il y a toujours des points d'attention ici, c'est la condition ne doit pas dépendre de la seule volonté du donateur. Donc par exemple, je ne peux pas dire je donne mon entreprise à ma fille si je décide d'arrêter de travailler avant décembre 2021. Puisque là, la condition se réalisera de ma seule et unique volonté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Autre type de condition, la condition résolutoire. Donc là, on va être l'inverse, c'est la donation est annulée si la condition se réalise. Par exemple, je donne cet appartement à mon fils si je ne décède pas avant lui. Autre nom, c'est la clause de retour conventionnel. Donc voilà, si mon fils décédait avant moi, le bien reviendrait dans mon patrimoine comme s'il ne l'avait jamais quitté. Fiscalement, les droits qui ont été payés au jour de la donation restent dus et ne sont pas restitués, même si le bien revient dans mon patrimoine. On ne peut pas tout avoir. Voilà pour cette partie qui était un petit peu plus courte que les autres et donc sans cas pratique. Quentin, est-ce qu'il y a des questions qui sont remontées? Non, mais je vais préciser un petit point sur l'assurance vie qui est sorti de ma dernière intervention. Oui. Pour répondre à Monsieur Levauvalier. Au décès du titulaire de l'assurance vie, de l'assuré, l'assurance vie va être débouclée, ce qui signifie que les fonds vont aller dans le patrimoine du bénéficiaire. L'assurance vie ne sera pas transmise en tant que telle. Il y aura ce débouclage et les fonds iront sur le compte du bénéficiaire. C'était le seul point qui était remonté sur cette partie. Merci Quentin. Du coup, un petit mot de conclusion. Donc voilà, maintenant qu'on a abordé tous ces sujets je pense que vous en avez tous beaucoup entendu et encore un certain nombre de questions. Donc nous, voilà, Culture Patrimoine. Donc là, vous voyez qui s'affiche l'ensemble des intervenants aujourd'hui de Culture Patrimoine qui vous ont accompagné. Donc on sera ravis de pouvoir vous accompagner, répondre à vos questions, vous donner des conseils sur l'optimisation de la transmission de votre patrimoine. La question que certains pourraient se poser, c'est quid des notaires? Effectivement, quoi qu'il arrive, que ce soit pour une transmission, donation, succession de patrimoine, on travaille forcément avec des notaires qui devront nécessairement intervenir.
qu'est-ce que nous, on apporte de différent par rapport au notaire? C'est que nous, on va travailler sur l'ensemble de vos problématiques patrimoniales. Donc, par exemple, on prendra en compte, voilà, même si vous venez nous voir en nous disant, voilà, moi, je veux travailler sur la transmission de mon patrimoine à mes enfants, mais de dire, voilà, mais est-ce que vous avez besoin, par exemple, de revenus complémentaires à votre retraite? Et du coup, si on transmet votre patrimoine à vos enfants, ça peut avoir un impact dessus. Donc voilà, on va vraiment avoir cette vision à 360 degrés pour tout prendre en compte et vous accompagner sur la totalité des sujets patrimoniaux et pas juste ce sujet-là. Donc on est complémentaire avec le travail que peuvent faire les notaires. Et donc pour ceux qui sont déjà clients chez Culture Patrimoine, ils le savent et leurs conseillers habituels seront ravis de les accompagner. Et pour ceux qui ne sont pas clients, voilà, on se tient à votre disposition pour vous accompagner. Merci à Léa et merci à tous. On vient de vous envoyer un lien pour répondre au feedback. Donc comme ça, on aura votre retour sur ce webinaire. Vous pourrez également nous dire si vous souhaitez être contacté par Culture Patrimoine en nous donnant vos coordonnées. Et également, vous pourrez nous préciser si vous souhaitez avoir le support, donc le PowerPoint, qu'on pourra justement vous transmettre avec plaisir si vous souhaitez. Donc, vous allez recevoir à 10h10 cet email, mais sinon, le lien est directement envoyé par Nicolas sur le chat. Et je vous propose qu'on prenne 2-3 minutes ensemble pour répondre à ce feedback et comme ça, on répondra ensuite à vos questions. On vous remercie par avance pour vos retours. Je ne vois pas le lien, je vais le remettre. Oui, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On pourra ainsi dédier un rendez-vous sans engagement d'une heure, 1 heure et demie, le temps qu'il faut pour bien comprendre votre situation. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous travaillons sur un modèle d'honoraires, donc qui commence aux alentours de 1875 €, donc, et qui augmente en fonction de la complexité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous mesurons le gain que l'on fait gagner à nos clients. Et donc, c'est une mesure que l'on réalise chaque année. Il faut savoir que nos clients ont un retour sur investissement qui est en général supérieur à 8 fois le montant de nos honoraires. Donc, sur des montants de patrimoine, c'est assez facile de faire gagner beaucoup plus que ces montants d'honoraires. Donc, n'hésitez vraiment pas. Merci à vous. Merci Quentin. On va attendre une minute de plus et comme ça, vous pourrez prendre la parole. Si vous avez des questions, vous pourrez démuter votre micro. Et il y a souvent des pépites à la clé lors du premier rendez-vous de découverte. Merci pour vos retours. Donc, 10h05, donc vous allez recevoir dans 5 minutes un mail complémentaire avec le lien du Jotform en plus, c'est le même lien qu'on vous a envoyé sur le chat. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos coordonnées et à nous préciser si vous souhaitez la présentation. Le replay sera également disponible. Je vois les questions du chat. Alors, ce que je vous propose du coup, c'est de passer aux questions. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à vous démuter. Merci à la première personne qui se démutera pour poser la première question. C'est pas facile la première. Oui, bonjour, vous m'entendez? Marc Leborgne. Oui, bonjour Oui, monsieur. bonjour.
Oui, je voulais vous demander, vous interroger sur la pérennité des dispositions sur la donation graduelle. Effectivement, on donne on donne successivement à plusieurs générations. Si la législation fiscale est altérée entre le moment de la première donation et de la donation suivante, est-ce qu'il y a un risque là? Ou est-ce que c'est gravé dans le marbre? C'est la législation applicable à la première donation qui a effet pour la suite. D'accord. Votre question, c'est de savoir si, lorsqu'on fait une donation résiduelle ou graduelle, voilà, si elle est actée, est-ce qu'on est sûr que même s'il y a un changement de législation, le bien arrivera au deuxième bénéficiaire? Exactement, dans les mêmes conditions fiscales que prévues à l'origine. D'accord. Pour répondre à cette question, de principe, oui. Si tout a été acté et que la législation ne remet pas voilà, en cause d'autres choses. Donc, de principe, oui, s'il n'y a pas de changement majeur de la législation, en ce sens qui, du coup, annulerait toutes les autres opérations. Mais voilà, moi, je vous confirme que de principe, si c'est acté ainsi, on est sûr que le deuxième bénéficiaire aura le bien avec la fiscalité entre la personne qui donne et le deuxième bénéficiaire. Je pense en particulier aux abattements, parce qu'à un moment donné, il me semble que le deuxième bénéficiaire bénéficie également d'un abattement. Ces abattements, ils sont souvent, ils évoluent avec le temps. Là, ce que vous confirmez, c'est qu'a priori, les abattements qui étaient en vigueur au moment de la première succession ou donation sont gravés. C'est vrai que les abattements, ils changent, ils peuvent changer. Là, récemment, on a vu que les abattements, ils se renouvelaient tous les 15 ans. Alors avant, c'était tous les 10 ans. Donc ça, j'ai pas j'ai pas une certitude en vous disant c'est marbré, enfin c'est gravé dans le marbre. C'est vrai que ça pourra rechanger, mais l'idée, c'est de se dire voilà, s'il y a toujours un abattement qui soit de 80 000 euros ou 70 000 euros, voilà, ça sera toujours avantageux. Je ne pense pas dans les quelques prochaines années qu'on va supprimer forcément un abattement. Après, ça sera à voir au moment voulu et selon le changement de législation. Ça, c'est vrai que je ne peux pas vous assurer en fait aujourd'hui ce point. D'accord. Mais c'est un bon point. Et de toutes les manières, vous bénéficiez déjà de l'avantage pour le premier transfert. Entendu. C'est vrai que c'est un bon point à avoir et à toujours avoir en tête pour les années futures. Et puis, il y a un petit peu de vulnérabilité pour la deuxième partie de la succession. Et c'est ça. Ouais. Comme tout, en fait. Hein, comme beaucoup de sujets, voilà, s'il y a un changement. Ça, c'est un point, effectivement, où ça peut avoir d'autant plus d'importance d'être accompagné dans le temps par des professionnels qualifiés sur le sujet, justement s'il y avait un changement de législation qui seront en capacité de vous dire, bah voilà, il y a tel changement, du coup ça va plus se passer comme ça, mais il y a telle autre chose qu'on pourrait mettre en place, par exemple pour conserver l'optimisation. Donc ça, voilà, c'est un sujet, par exemple, sur l'accompagnement qu'on peut avoir, qui peut prendre d'autant plus d'importance, effectivement, sur des sujets de transmission qui sont des choses, voilà, on met des choses en place aujourd'hui pour une transmission finale qui se fera dans plusieurs années et où il peut y avoir des changements qui peuvent impacter des choses qu'on a faites. Donc voilà, c'est un sujet vraiment de longue durée. Merci bien. Merci à vous. Est-ce que nous avons une autre question ? N'hésitez pas. Bonjour. Bonjour. Oui, Bonjour. Daniel Clergeau. J'ai une question sur le temps. À partir du moment où on doit activer l'ensemble de ces successions, on sait que le process après le décès du donateur est, même en temps normal, assez long. Est-ce que toutes ces actions qu'on peut mettre en place sont de nature à accélérer le process parce que tout est préparé, ou au contraire à le retarder parce que ça ajoute de la complexité ?
Ça peut être l'un ou l'autre. En fait, effectivement, le côté préparation, si on a transmis un certain nombre de biens en intégrant ses héritiers, ça permet en fait c'est parce que ce qui peut prendre beaucoup de temps dans les successions, ça va être notamment en cas de conflit, hein, parce que va y avoir des blocages de différents côtés, etc. C'est ça qui peut prendre énormément de temps. Donc, avec l'idée d'anticipation, en faisant participer un maximum ses héritiers pour faire en sorte de limiter les conflits par la suite, l'idée, c'est effectivement aussi de gagner du temps, de gagner de l'argent, de limiter les conflits. Et après, malheureusement, on n'a pas de boule de cristal, donc même en ayant préparé un maximum, il peut arriver que malgré tout, ça ne se passe pas bien par la suite et qu'on se retrouve avec une situation compliquée qui fasse que effectivement finalement la succession ne va pas se régler plus rapidement que si on n'avait rien fait. Donc l'idée initiale, c'est de faire gagner du temps et de l'argent et ça va fonctionner dans plein de cas. Et après, on peut pas, malheureusement, on peut pas, pour toutes les situations, vous affirmer que ça se passera très rapidement. Il y aura sans doute des situations où même en mettant un maximum de choses en place de son vivant, il y aura certainement des situations où ça prendra quand même énormément de temps malgré tout par la suite. Mais ça, c'est des sujets dont on peut... voilà, qu'il faut préparer, notamment voilà, ce que j'expliquais hein, avec l'intervention d'un notaire pour toute la partie pratique, voilà, où son intervention sera également indispensable. Merci. Avec plaisir. Oui, bonjour à nouveau Marc Leborgne. Bonjour. À un moment donné, vous avez, en parlant du démembrement d'un bien immobilier, vous avez expliqué que l'interposition d'une SCI permettait d'apporter de la flexibilité et des moyens d'action qui permettaient, en particulier, je pense, à la personne qui donne, de conserver, de mieux maîtriser l'usage de son bien. Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus ? Quentin, tu souhaites... ouais. Oui, bien sûr. Il est effectivement possible, donc dans le cadre de la donation d'un bien, de la nue propriété d'un bien immobilier, on a besoin de l'accord de la personne qui reçoit la nue propriété pour pouvoir vendre. Il est cependant possible d'apporter le bien immobilier à une SCI et donner la nue propriété des parts de cette SCI. Ce qui fait que vous, l'usufruitier, en tant que gérant de la SCI, pourra vendre le bien sans demander l'accord des nus propriétaires, car ils ne sont plus propriétaires des parts du bien immobilier, mais des parts de la SCI. Et donc, par la suite, le gérant pourra réinvestir dans les biens qu'il souhaite tout en restant au sein de la SCI sans demander l'accord des nus propriétaires. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, entendu. Ça c'est finalement presque indépendant du nombre de parts qu'il détient dans la SCI, ou bien il faut qu'il soit majoritaire ou... Non, il suffit de détenir une part pour être gérant de la SCI. Donc, il n'y a même pas besoin d'être majoritaire. Après, il faudra faire en sorte que les statuts de la SCI cloisonnent bien son pouvoir de gérance et qu'il puisse le conserver le temps qu'il le souhaite. Entendu. Ok, merci bien. Bonjour, j'ai une petite question au sujet de la donation-partage. Quid si par exemple les parents donnent, les parents ont 2 enfants et ils donnent par exemple il y a 5 ans de l'argent à un seul des 2 enfants et plus tard, par exemple 5 ans plus tard, ils souhaitent réégaliser, c'est-à-dire qu'ils souhaitent effectuer une donation-partage pour éviter justement, comme vous l'expliquiez auparavant, le fait qu'au décès, la personne qui a investi justement les sommes d'argent dans le bien immobilier, Oui. elle ait à rapporter plus que ce qu'elle avait reçu. Donc si par exemple c'était 30 000 et que le bien immobilier a pris beaucoup de valeur, ça prenne énormément il y a une grosse différence au décès et qu'elles veulent justement appliquer le fait qu'elle n'ait reçu que 30 000. Est-ce que c'est possible de régulariser 5 ans après? Et si oui, est-ce que ça peut être pour le même montant si le bien a déjà pris de la valeur?
Alors, je résume votre question pour être sûre d'avoir bien compris. Donc, votre question, c'est si on a fait une donation classique à un de nos enfants il y a 5 ans de somme d'argent qu'il a investi dans un bien immobilier entre-temps, et que 5 ans plus tard, on souhaite faire une donation partage avec son frère ou sa sœur pour rééquilibrer les choses, est-ce que c'est possible et quel est l'impact par rapport à la prise de valeur du bien transmis il y a 5 ans? Voilà, c'est ça ce que je suppose qu'on doit quand même donner au deuxième enfant pour qu'il y ait une donation partage. Oui. Mais et le cas donc ça j'avais bien compris, mais le cas échéant, est-ce que c'est possible de garder juste la valeur des 30 000 5 ans plus tard si le bien a pris beaucoup de valeur dans le bien dans lequel la personne a investi? Ouais. Alors, donc déjà, c'est possible effectivement de réintégrer dans une donation partage une donation antérieure. En revanche, on prendra compte au moment de la donation partage la valeur du bien au moment de la donation. Donc, si au départ, on a donné 30 000 euros, que l'enfant a acheté un bien immobilier avec ces 30 000 euros et qu'au moment de la donation partage, ce bien immobilier vaut 50 000 euros, on prendra en compte les 50 000 euros dans la donation partage. D'accord, d'accord. Mais ce qui Ok. peut, donc, ça peut créer, après, ça peut créer une inégalité, mais bon, après, on peut se dire, bah, du coup, on donne un autre bien d'une valeur de 50 000 euros à l'autre enfant, comme ça fait 50-50 pour chacun. Et ça sera, entre guillemets, dans tous les cas, ce sera moindre que si, par exemple, on attendait le décès où il va se passer beaucoup plus de temps et où le bien aurait pris davantage de valeur. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. Merci à vous. Bonjour, David Laurent. J'avais une question sur la donation hors part successorale ou en avance sur part successorale. Est-ce qu'on peut mixer les deux, faire une donation partage et puis par exemple donner une somme d'argent à chacun en avance et en plus un bien immobilier hors part successorale ou l'inverse, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, quand on donne un bien immobilier, on prend quand même un certain risque sur la succession future, j'ai l'impression, en termes de calcul de réserve, etc. Est-ce qu'on peut mixer les deux? Donc, si j'ai bien compris, votre question, c'est de savoir si je fais une donation partage, donc je donne par exemple à 2 enfants, est-ce que je peux choisir de l'imputer un sur la réserve héréditaire et pour notre enfant de l'imputer sur la quotité disponible, c'est ça? Non, c'était plutôt faire, mettons, une donation, mettons, de 50 000 euros à chaque enfant en avance sur la partie successorale, mais en plus, donner à l'un des deux quelque chose hors part successorale. Ok, toujours dans le cadre de cette donation partage. Un des deux enfants aurait à la fois une avance et à la fois une donation hors part successorale. Oui, c'est une bonne question. Alors Léa, tu m'arrêtes si je me trompe sur la donation partage, mais pour moi, ça serait possible de choisir en fait où va s'imputer cette donation partage pour chaque enfant. Donc ça serait possible de cumuler cela. D'accord. Et donc un même enfant peut avoir une partie en avance et une partie. C'est ça, c'est ça. Juste la partie qu'il a hors part successorale, il faudra vraiment le préciser dans l'acte. Comme je disais, c'est réputé sinon en avancement de part. Ce sera vraiment quelque chose à préciser, mais ça sera tout à fait possible de faire ça avec le notaire. Et la seule limite, parce que là on favorise, quand c'est hors part successorale, on favorise quand même clairement un héritier. La seule limite, ça sera le calcul de la réserve héréditaire au moment du décès. C'est ça. En fait, au moment du décès, on va regarder du coup toutes les donations qui ont eu lieu et la valeur du patrimoine au jour du décès. Et comme je vous disais, si la réserve héréditaire des autres héritiers a été touchée par des donations intérieures, là, ils vont pouvoir mener ce qu'on appelle une action en réduction où on reconstitue en fait la réserve héréditaire de celui qui a été biaisé. Et ça, c'est vraiment des cas particuliers où il faudra vraiment être accompagné. On n'est pas rentré là-dessus dans ce webinaire sur ce point. Donc, il y a quand même des actions que l'héritier qui a été lésé pourra mener. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait toujours en plus des conflits en plus dans la famille. Donc, nous, notre conseil, c'est vraiment d'anticiper tous ces points pour pas que cela arrive. Après, ça peut se traiter, j'allais dire, sereinement, parce qu'on connaît le mécanisme et donc on peut le gérer. On peut le gérer. Le problème, c'est qu'on prend un risque énorme parce qu'on ne sait pas du tout comment va évoluer l'immobilier. Ça peut être 10 ans après, 20 ans après. C'est plutôt ça que je vois, quoi. C'est plutôt le risque que l'on prend, même si on se met d'accord au départ, évidemment, qu'il n'y aura pas d'héritier pénalisé. Mais ça peut Tout à fait. un risque important. Ah oui, tout à fait. Non, c'est vrai, c'est un très bon point. Merci. Est-ce que j'ai répondu à votre question initiale?
Oui, oui, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bon, bah, Non, je reprends la parole pour dire que je suis étonné. Moi, j'avais jamais entendu parler de la donation graduelle et je suis étonné qu'on n'en parle pas plus parce que, j'allais dire, ça pourrait presque être systématique, non? Tellement ça paraît intéressant. C'est vrai, on a eu souvent ce retour aussi de clients. Je pense que cette donation est sous-exploitée et qu'on ne la connaît pas assez. Voilà, les gens pensent transmettre à une seule personne et pas forcément sur 2 générations. C'est vrai que même dans des cas d'école, on ne le voit pas forcément. Donc, c'est quelque chose en plus qui répond à beaucoup d'objectifs et qui malheureusement est sous-exploité. J'avais une question sur le cas de patrimoine ou d'enfants à l'étranger. Donc, sur le patrimoine, vous m'avez répondu, c'est si on a un patrimoine à l'étranger, c'est les conventions que la France a avec cet étranger qui sont prises en compte. Ma question là est si les enfants sont à l'étranger, c'est le droit français, si moi-même je suis en France, qui s'applique ou c'est le droit du pays où sont les enfants héritiers qui s'applique, auquel cas on rentre dans une complexité qui va vraiment être rebutante. alors, quand il y a des éléments d'extranéité, donc à l'étranger, on rentre toujours dans une complexité. Et en fait, comme pour le patrimoine, que ce soit pour la personne qui décède ou pour les héritiers, ça va dépendre des conventions entre les pays. Et parce que ça peut dépendre en fonction de si les héritiers reçoivent un patrimoine immobilier ou mobilier, ça dépend du pays où ils vont habiter, etc. Donc ça, il faut... pour ces points particuliers, pour le coup, il faut vraiment être accompagné parce que ça va dépendre pratiquement pas de chaque État, mais en tout cas, ça va dépendre de ce qui est transmis, de où habitent les héritiers, de où habite la personne qui décède. Donc là, sur ce point-là, on ne peut pas vous apporter une réponse unique. D'accord. L'idée, c'était de se dire, parce que bon, dans le cadre des carrières internationales, une année, on est dans un pays, une autre année, on est dans un autre pays, et ça change à peu près tous les 3 à 5 ans. Le fait qu'on fige les choses à un moment ne donne pas plus de visibilité après. Je m'explique. Si on fige les choses à un moment où les enfants sont, j'en sais rien moi, en France, si au moment où je décède, un des enfants est en Thaïlande, c'est pas ce qu'on a fait en amont qui va prédominer. Pas forcément. Là, dans ce cas-là, il faut... dans ce cas-là, il faut un petit peu essayer d'anticiper les choses au maximum mais on pourra avoir l'occasion d'en reparler plus en détail si vous le souhaitez. D'accord, ok, merci. Je vois qu'il y a des petits soucis dans le chat d'envoi du formulaire. On va essayer de régler ce point. Et comme ça, on pourra revenir vers vous. J'ai vu plusieurs personnes qui n'arrivent pas à envoyer. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête ici. Je vous remercie.